À la une ce soir, ce drame conjugal qui s'est produit hier soir à Saint-Jean-Petit-Bourg. L'ancienne star locale du Siroquois a été poignardée par sa compagne. Les gendarmes ont placé celle-ci en garde à vue, le temps de procéder aux premières investigations. L'enquête d'ATV Guadeloupe en ouverture de ce journal. Et la Guyane s'apprête-t-elle à sortir de la crise? Le collectif pour la Guyane décollée et le préfet sont en discussion ce soir pour valider le projet d'accord pour le département. En attendant, la pression est maintenue jusqu'à la signature d'un accord définitif. Et le pont de la Rivière Noire a été inauguré à Saint-Claude. C'est lui qui remplacera le pont de Nauzière, désormais fermé à la circulation des engins motorisés, parasismique et à 2 voies de circulation. Il devrait fluidifier le trafic dans cette zone du territoire. Et le Canada fait des yeux doux aux futurs entrepreneurs guadeloupéens. L'École internationale des jeunes entrepreneurs recrute des jeunes aux Antilles pour les former à Montréal. Malika Danikan, chasseur de tête pour cet organisme, sera notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous recevoir. Ce soir, la plus belle avenue du monde est fermée à la circulation. Un peu avant 21h, heure de Paris, une fusillade a éclaté sur les Champs-Élysées. Un policier a été tué, 2 autres ont été blessés. L'attaque serait survenue au niveau de la station de métro Franklin Roosevelt. L'agresseur lui a été abattu. La préfecture de police a recommandé d'éviter le secteur pour le moment. Cette attaque a été depuis revendiqué par l'État islamique. Et à la une de l'actualité ce soir, ce drame conjugal qui s'est produit hier soir à Saint-Jean-Petit-Bourg. Jimmy Négin, star locale du football, a été poignardé par sa compagne à la suite d'une dispute. Les faits se sont déroulés vers 18h30 à leur domicile, mais selon plusieurs sources concordantes, l'homme était connu pour ses excès de violence dont la compagne faisait régulièrement les frais. Reportage Isabelle Amou, Moïse Dexter. C'est tout un voisinage qui est sous le choc depuis hier soir. D'après nos informations, hier après-midi, aux environs de 16h, Jimmy Négin est entré ivre et énervé à son domicile. Il était légèrement blessé suite à un accident de scooter. Quelques heures plus tard, une violente dispute aurait éclaté entre le couple, celle de trop. Selon le témoignage d'une voisine, le couple se disputait régulièrement. De moments, on entendait crier aussi quand ils se disputaient. Le monsieur, il avait sa main sur elle, il la battait. Et donc, je suppose que c'est un ras-le-bol qui a fait tout ça. Et donc, voilà. Chaque semaine, il y avait toujours une dispute. Et on les entendait jusque-là aussi. Même le soir aussi, on les entendait crier. Et la dame les jouait aussi beaucoup. La jeune femme, nommée Marie-Michel Nomède, aurait expliqué avoir été victime de violences répétées de la part de son compagnon, notamment hier soir, où sa seule défense aura été fatale. Suite à ce drame conjugal, un comité de soutien a été monté par ses proches pour l'accompagner dans cette épreuve. Pour nous, dans l'immédiat, que c'est monter le collectif, faire une réunion et de voir aussi quelles possibilités nous allons faire. Je pense que la priorité, ce sera déjà en priorité une marche. Là, on tombe dans le week-end effectivement présidentiel, mais je pense que là, on va quand même activer puisque je vais me rendre aussi chez la famille tout à l'heure. Et d'ici là, on va savoir au niveau des avocats qui sont arrivés depuis hier soir, quelles seront les dispositions qu'on aura à prendre, puisqu'il y a quand même 4 enfants. 4 enfants, c'est vraiment malheureux, mais il y a quand même 4 enfants, et dont 2 enfants qui étaient là au moment du drame. Le but pour nous, c'est de voir déjà comment elle était, puisque Marie-Michel n'est pas une personne violente et autre, et d'après effectivement sa sœur, ça fait un moment qu'elle subissait, même de sa maman aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, effectivement, je ne vais pas le dire là, mais effectivement qu'elle souffrait déjà depuis un moment. Sa sœur m'a confirmé effectivement qu'elle avait déjà porté plusieurs plaintes et qu'il y avait quelques jours, plus de 15 jours, qu'elle demandait à Jimmy de partir. Nous, on ne va pas trop rentrer dans sa vie privée, hein, effectivement, mais pour nous, c'est être surtout solidaire avec elle et avec la famille. Marie-Michel Nomède a été placée en garde à vue le temps de procéder aux premières investigations. Elle a subi des examens médicaux à l'unité médico-judiciaire du CHU de Pointe-à-Pitre. Ceux-ci devront confirmer ces déclarations. Et la Guyane s'apprête-t-elle à sortir de la crise? Le collectif pour la Guyane décollée et le préfet sont toujours en discussion pour valider le projet d'accord pour le département. En attendant, la pression est maintenue jusqu'à, je cite, la signature d'un accord définitif. Reportage Natacha Maltaverne. La réunion entre les élus de la CTG et le collectif pour la Guyane décollée aura duré 1h30. Un point principal était en discussion. Il figure en page 7 des accords de Guyane. Le gouvernement pourra être saisi par le Congrès des élus pour un projet d'évolution statutaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le Congrès pour lancer les travaux généraux du territoire.
D'accord? C'est juste pour lancer les travaux, pour que toute la population soit consultée dans l'avenir du territoire, qui va commenter leurs demandes et leurs propositions. Ça, c'est la priorité. In fine de ce travail-là, le projet sera finalisé. C'est à ce moment-là seulement, une fois ça abouti, que nous verrons la question statutaire. Aucun calendrier n'a été communiqué durant cette réunion. Demain, lors de la plénière qui sera consacrée au vote du budget, une commission ad hoc sera chargée de préciser ce calendrier. Le Congrès devra aborder le projet de société et à travers le projet de société, il devra définir, on va dire, l'analyse des évolutions statutaires. 73, 74, 72, sui generis. Mais on en est loin pour l'instant. Pour l'instant, ce que les Guyanais attendent, c'est que véritablement on leur présente le projet de société qui crée de l'emploi, qui crée de la dynamique, qui favorise la multi-ethnicité de ce territoire, la multiculturalité, et permettent enfin à ce que nos potentialités puissent être développées. Les représentants des socioprofessionnels ont ensuite pris la parole pour faire part de leurs doléances. Il faut que absolument, vous, Monsieur le Président, vous trouviez une solution. Laquelle, je ne sais pas, mais il faut s'il le faut qu'on puisse se voir ensemble avec l'ensemble des filières pour que les petites entreprises guyanaises puissent pouvoir exécuter ces travaux et pouvoir capter cette manne financière. Parce que si nous continuons comme ça, je pense que toutes les entreprises guyanaises sont amenées à disparaître. Le président de la CTG a promis la transparence sur les appels d'offres et a assuré que les petites entreprises auraient leur part du gâteau. Et nous l'avions évoqué hier dans notre édition, la ville de Pointe-à-Pitre figure parmi les villes où l'on paye le plus d'impôts, comptez en moyenne 966 € par habitant. Qu'en pensent les principaux intéressés? Isabelle Hameau leur a posé la question, on les écoute. Depuis 2003, les taux d'imposition n'ont pas augmenté à Pointe-à-Pitre. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, je pense que vous le savez, sur la Chambre régionale des comptes et le déficit que la ville a, de 22 millions d'euros, donc 14 millions en déficit, 8 en investissement, la volonté de la majorité municipale a été de baisser au maximum, de travailler sur le fonctionnement, de travailler sur des outils de gestion, des outils d'amélioration et sur la régulation du nombre de fonctionnaires pour justement ne pas imposer une augmentation des impôts. Pour mieux comprendre, il faut déjà faire la différence entre les deux impôts qui composent les taxes locales. La taxe d'habitation, ce que tout le monde paie, qu'on soit locataire ou propriétaire, et la taxe foncière qui est payée exclusivement par les personnes qui sont propriétaires d'un bien. Donc le taux défini par la ville est de 17,98 pour la taxe d'habitation. Il est très en dessous de la valeur régionale qui est de 24,51. Et au niveau du foncier bâti, la taxe sur le foncier bâti, elle est de 37,09. C'est là qu'elle est un peu élevée par rapport à la moyenne régionale qui est de 24. Le produit de la taxe foncière habitation bâtie à Pointe-à-Pitre représente 11 millions d'euros sur 45 millions du budget de fonctionnement. Des chiffres corrects pour une ville-centre qui accueille au quotidien entre 50 et 80 000 visiteurs. Des visiteurs qui utilisent les équipements de la ville. Ce sont donc des charges qui sont payées par le budget de fonctionnement. Des efforts seront faits par la majorité pour éviter d'augmenter les impôts. La première chose que nous avons déjà mise en place était de mettre en place une taxe sur les logements vacants pour que le produit de cette taxe vienne en déduction du foncier bâti. Comme ça, on récompense ceux qui restent en Pointe-à-Pitre et on punit un peu ceux qui ne veulent pas, en tout cas qui laissent leur logement fermé. Mais la volonté aussi, c'est d'essayer de baisser le taux sur le foncier bâti. Donc c'est un vrai travail qui est fait de gestion et de régulation en fait de la dépense en fonctionnement que nous avons pour pouvoir permettre justement de baisser les taux. Oui. L'objectif à terme est que le taux d'imposition foncier bâti diminue de 10%. Pas d'augmentation du taux d'imposition, mais une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il faut savoir que la ville perd 1 million d'euros par an. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. Du sport pour tous. Les personnes en situation de handicap est invitée à une matinée de détente à Lens-Tabarin à Gueusier. Et puis lumière sur l'exposition Imago de l'artiste plasticienne Marilène Agathe à Réminasota.
Les Saint-Claudiens attendaient sa livraison depuis de nombreux mois. Le nouveau pont de la rivière Noire a été inauguré ce matin à Saint-Claude. Conforme aux normes parasismiques et à 2 voies de circulation, il devrait fluidifier le trafic dans cette zone du territoire. Reportage Linda Kayarsi. 50 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, le nouveau pont parasismique qui trône à 50 mètres au-dessus de la rivière Noire éclipse son prédécesseur. Une fierté pour Marcélie, habitant de Papaye à Saint-Claude, qui fut l'un des tout premiers à alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de réhabiliter l'ancien pont. La structure présentait des caractéristiques réduites, avec une seule voie, des trottoirs quasi inexistants et un virage à angle droit qui ne permettait pas le passage de tous les véhicules dans des conditions normales. J'ai vu que c'était un danger pour les riverains qui se trouvent à Matouba. Nous avons une clinique, la clinique Les Eaux Vives, nous avons une usine d'eau, nous avons des gros camions de bananes, nous avons des gros engins qui montent sur Matouba. Et moi, quand j'ai été aux archives pour regarder le tonnage que le pont devait supporter, il n'était pas homologué pour ça. Aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle d'attente, d'élections, de promesses politiques et 23 mois de travaux, la route nationale 3 a enfin vocation de contribuer au développement économique du Sud Basse-Terre en toute sécurité. Ce n'est pas un pont pour un pont, mais c'est une manière de relier, disons, l'un des grands quartiers prospères de Saint-Claude au reste de la ville de Saint-Claude. En même temps, c'est un lien historique qui est revu, qui est corrigé, car c'est de Matouba que la ville de Saint-Claude, disons, est née. Matouba a été la paroisse qui a donné naissance après à Saint-Claude. Un rééquilibrage territorial qui aura coûté plus de 4 millions d'euros. Un nouvel axe routier qui vient s'ajouter à la longue liste des ouvrages à remettre aux normes par la collectivité régionale afin de renforcer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation. Nous sommes vraiment satisfaits du travail réalisé par tous les techniciens, toutes les entreprises de Guadeloupe qui se sont donnés. Le travail réalisé par l'ancien exécutif régional qui a attaqué, nous qui avons fini. Aujourd'hui, nous attaquons le pont de Dongo. Nous avons des déviations que nous allons lancer sur la Guadeloupe. Les études sont lancées, je le dis, notamment pour le désenclavement du pays, car tout cela aussi compte pour faire évoluer l'économie. L'ancien pont de la rivière Noire, communément appelé pont Nausière, construit en 1770 et réputé comme étant le plus haut de Guadeloupe, sera conservé. La structure d'intérêt patrimonial sera mise en valeur et ouverte à la circulation non motorisée. Et en quoi ce nouveau pont va-t-il améliorer la vie quotidienne de la population? Voici quelques éléments de réponse. Je vois que ce pont-là est formidable, il est bien, mais je pense que quand même, à la longue, on verra quelque chose de différent. Par contre, je vois le pont est là, mais l'ancien, il est comme tout machin là. Je crois qu'il était temps qu'on réalise cet ouvrage-là, parce qu'il y avait un pont à une seule voie et que ça nous posait des problèmes de circulation, d'autant que le Matouba était un petit peu comme une souricière, dans le sens où le gué de Saint-Louis, quand il pleut, quand il y a un mauvais temps, on ne peut pas passer, et puis nous sommes dans une zone à risque. Donc ça veut dire séisme, cyclone, etc. Donc maintenant, je crois que c'est enfin fait. C'était un peu tard, mais disons qu'on a pu faire ce qu'il fallait. Ça vous l'a vraiment bien, joli, tout le temps. C'est pour ça qu'on reste longtemps à regarder là. C'est à qui j'ai. Par longtemps, même ceux qui n'en nuit, qui la journée, il faut te laisser voir passer. Tu vois? Alors il faut te laisser voir passer pour que... Qui minuit, qui monte, longtemps dans le cinéma. Dans le cinéma à Saint-Claude. Qu'on a là, il y a des cinémas encore. Alors il faut te laisser voiture, l'autre passer là, il faut te laisser voiture passer. Ouais. Je dirais tout d'abord que c'est un grand jour pour la commune, parce que ça posait des problèmes entre Matouba et le bourg. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Tous ces Saint-Claude devraient être là, ainsi que les gens du Matouba. Ça, je vois qu'il manque du monde. Ça nous a demandé des sacrifices pour aller à la messe, parce que assez souvent c'était fermé. Et je suis très contente aussi qu'on a conservé l'ancien beau pont qui est un monument.
Présenté comme l'Eldorado de l'emploi, le Canada attire de nombreux jeunes diplômés. Plus de 100 000 Français vivent aujourd'hui dans la métropole québécoise. Mais si les Québécois parlent le français, ils pensent américain. Un sens des affaires que souhaite transmettre aux jeunes Guadeloupéens l'École internationale des entrepreneurs. Malika Danican, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous représentez cet établissement, l'École internationale des entrepreneurs. Vous êtes de passage en Guadeloupe justement pour recruter des jeunes aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, pour participer à ces sessions de formation. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste cette formation exactement. Alors effectivement, en fait, l'École internationale des jeunes entrepreneurs, c'est une école qui existe depuis maintenant 17 ans, qui est basée à Montréal et qui a pour mission en fait d'encourager l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse francophone âgée de 18 à 35 ans. Donc pendant 2 semaines, des étudiants de partout dans la francophonie, donc l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et les Antilles se retrouvent et ils apprennent à faire ce qu'on appelle un plan d'affaires. Par la suite, en fait, ce plan d'affaires leur permettra de se lancer. Plan pour Exactement, les Français. tout à fait. Donc ce plan leur permettra finalement de se lancer concrètement à leur activité entrepreneuriale. Quels sont vos critères pour justement recruter ces jeunes? Sur quels critères vous basez-vous? Alors tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils soient âgés, que les étudiants soient âgés entre 18 et 35 ans. Deuxièmement, il faut que ces participants aient un intérêt quand même considérable pour l'entrepreneuriat, c'est ça le but, c'est l'objectif. Par la suite, qu'ils ont vraiment une ouverture sur le monde, parce qu'ils sont confrontés à l'international, ils sont confrontés à des étudiants qui viennent de plusieurs pays, donc ils doivent être prêts à cela. Également, ils doivent aussi être prêts à prendre des risques, parce que c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance un peu à l'aveuglette. Donc voilà, c'est essentiellement cela. Mais vraiment, on veut vraiment des jeunes qui soient curieux, qui soient intéressés par le monde entrepreneurial et ça, peu importe finalement leur domaine d'études respectifs au préalable. Malika Danican, l'offre est enthousiasmante, attractive. Mais quelles sont les perspectives pour ces jeunes qui participent à 2 semaines de formation? À quoi peuvent-ils espérer juste après? Tout d'abord, la première chose, en fait, c'est qu'à l'issue de ces 2 semaines, les jeunes ont une meilleure, en fait, ouverture sur le monde, premièrement. Parce que, comme je le disais, ils sont vraiment accompagnés de jeunes qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a vraiment une confrontation d'idées, un partage d'idées. Également, ils sont plus fixés aussi sur le monde de l'entrepreneuriat, savoir si effectivement c'est fait pour eux ou non, savoir si leur projet aussi est viable, si ce projet vaut la peine d'être concrétisé par la suite, et puis avoir une ébauche d'un plan d'affaires, donc ce qui leur permettra de se lancer concrètement. Et puis, on peut espérer finalement au fait qu'ils reviennent en Guadeloupe avec des idées concrètes et des projets novateurs. Cette formation, elle a un coût, elle n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce qu'un jeune très motivé qui vient d'un milieu modeste peut justement avoir cette chance d'y participer? Est-ce qu'il y a des facilités? Définitivement. Étant donné que ce sera la première année que la Guadeloupe participera en fait à cette école internationale des jeunes entrepreneurs, nous avons au niveau de l'école des bourses qui sont disponibles pour les jeunes Guadeloupéens, également des exemptions de certains billets pour les meilleurs dossiers. Nous avons également des PME et des TPE en Guadeloupe qui sont prêtes à parrainer certains étudiants. Nous travaillons aussi avec des acteurs locaux qui sont prêts à investir de l'argent dans les premiers dossiers. Et puis nous travaillons sur des partenaires également en Guadeloupe qui pourraient aider. Le Canada a atteint quasiment le plein emploi avec un taux de chômage dérisoire, 5,2%. Est-ce que cette formation peut justement ouvrir des portes, des possibilités, des opportunités aux Guadeloupéens qui aimeraient s'installer là-bas, sur place? Définitivement, en fait, Barbara, c'est aussi ça l'idée, c'est de promouvoir la Guadeloupe à l'international, c'est de promouvoir les idées guadeloupéennes à l'international. Bien évidemment, le Canada, c'est un pays qui est ouvert, qui aime ceux qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc oui, il y a des possibilités de partenariat, il y a des possibilités également d'échange par la suite entre les futurs entrepreneurs québécois et les entrepreneurs antillais, guadeloupéens et martiniquais. Quel est l'objectif de cette formation sur du long terme? L'idée que le Québec, comme ça, Montréal, s'intéresse à la Guadeloupe, aux Antilles plus généralement? C'est sûr que chez nous, nous avons un potentiel qui est assez incroyable. Nous avons vraiment une force jeunesse, en tout cas, qui est présente, qui est là. Et l'idée, vraiment, c'est d'encourager la francophonie, parce que nous sommes l'une des seules îles, en fait, francophones qui ne sont pas trop loin du Québec, du Canada. Donc, l'idée, c'est par rapport à la géographie, à la distance, aussi les familiarités qu'il y a entre les deux régions, de promouvoir le tout. Malika Danican, dernière question. C'est vous qui allez à la rencontre des jeunes ou c'est eux qui ont la possibilité de venir vers vous?
Ça dépend. On fait quelque chose de très co-construit. Là, j'ai la chance d'être ici, donc c'est un peu les deux. Certaines personnes me contactent, puis d'autres, parfois, c'est moi qui vais à la rencontre des jeunes où je vois le potentiel. Mais c'est essentiellement les jeunes qui viennent vers nous et qui me disent « Ok, Malika, je vais participer Donc, à l'école. » vous avez bien compris, elle s'appelle Malika Danican et elle est disponible sur les réseaux sociaux. Très disponible, effectivement. Merci Malika Danican d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec moi. Le sujet qui va suivre devrait, en tout cas, vous intéresser, puisque vous êtes guadeloupéenne, plus que 2 jours avant le grand rendez-vous aux urnes. Vous le savez, nous voterons un jour avant l'Hexagone, c'est-à-dire samedi. La campagne médiatique, d'ailleurs, s'arrêtera, prendra fin dès ce soir minuit. Une période de trêve qui sera difficile d'observer sur les réseaux sociaux. On regarde les explications d'Alizé Lutran et Guy Raphaël René. On regarde ensemble. Depuis une vingtaine d'années, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau mode de communication des candidats, et notamment depuis les campagnes présidentielles de 2007 et 2012. Mais pourquoi assiste-t-on à un tel engouement des politiques pour ces plateformes ? Il y a 2 réseaux sociaux qui sont particulièrement mobilisés par les candidats. D'un côté Facebook, qui est le plus populaire sans doute, et puis Twitter. Ces 2 réseaux sociaux permettent aux candidats d'être en contact avec ceux qui les soutiennent, et pour en particulier Facebook, d'essayer de toucher un public plus large. C'est effectivement une source de mobilisation externe, donc à viser plus large, et interne, c'est surtout une façon de maintenir en haleine les propres militants qui vont de leur côté travailler au service des candidats. Facebook, Twitter ou plus récemment Snapchat, autant d'outils de communication interactifs, mais qui pour ce spécialiste de la politique peuvent parfois être de faux amis. Les réseaux sociaux ont un autre défaut, c'est qu'ils entretiennent ce que j'appellerais une sorte de monologue interactif. Ça ne permet pas véritablement de délibérer autour des positions des candidats, mais on juxtapose toute une série de points de vue. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas que ça soit véritablement de nature à enrichir le débat politique, même si ça reste une source importante d'information. À l'image des médias, les réseaux sociaux sont volontairement soumis à la fin de campagne, ce soir minuit heure locale. Il s'agit de préserver au maximum la liberté des électeurs sans influencer leur vote. Égard à ceux qui seraient tentés de poster des sondages via leur compte personnel. Les fraudeurs s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Un système toutefois encore en rodage. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi pour toute personne qui mettrait en circulation ces sondages. Mais si vous les mettez en circulation depuis le Canada, si vous êtes canadien, ou depuis la Suisse ou la Belgique, l'État aura du mal à vous poursuivre. Généralement, les estimations arrivaient à partir de 19h. Dimanche prochain, on les escompte à partir de 19h50. Donc il y aura très peu d'espace pour faire circuler, comme on a pu l'observer dans le passé, les estimations avant 20h. Pour l'heure, les derniers sondages donnent en tête au coude à coude Emmanuel Macron et Marine Le Pen, suivis de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Verdict du premier tour ce dimanche. Ira pas voter avant la première clôture de la campagne présidentielle. Nous avons souhaité savoir ce qui pourrait vous inciter à vous rendre aux urnes. Des idées recueillies aujourd'hui par Patrick Curie. Mais ils ne prennent pas un argument sérieux pour le peuple là. C'est opinion moyenne ça. Rien du tout. Il n'y a rien qui m'incite à voter. Et surtout pas Fillon. Il faut absolument que ça change, qu'il y ait un changement. On ne peut plus continuer comme on l'a depuis 30 ans. Pour que le vote, c'est quelque chose d'indispensable. Voter, c'est un geste citoyen, c'est une façon de participer. Moi, je ne veux pas être tout simplement un spectateur. Je veux être acteur, c'est tout. C'est l'une des raisons principales. C'est bien voter, mais pas ça qui pour voter. C'est ce qu'on n'a pas confiance. C'est les 11 candidats, même pas qui laisse ça qui est bon. Malgré le droit de voter quand même. Oui, nous sommes citoyens, on doit voter. De toute façon, il faut avoir un vote pour pouvoir passer, pour pouvoir faire nos affaires. Parce que si on ne vote pas, c'est comme si on n'est pas sur terre. Hein. Absolument rien. Voilà, c'est tout. Ce qui est évident, c'est-à-dire qu'il faut bien élire un président. Et en allant voter, j'exprime ma volonté, tout simplement. Même si on ne décide pas, on ne sait pas pour qui voter, il faut aller voter, c'est un devoir.
Et j'estime que ça devrait être quelque chose d'obligatoire, de façon qu'on ne soit pas dans cette bérésina. Mais aussi, il y a un État qui est responsable de eux. Et l'État là, ça fait nous, les gens qui gouvernent. Alors, on a un choix à faire. Il faut faire choix. Là, ça faut faire, on ne peut pas vivre comme ça. Parce que tout le monde se doit de chercher une manière de voter, parce qu'on doit de voter. Et la ville du Gosier a organisé ce matin une matinée de détente handisport à Lens-Tabarin. De nombreuses activités ont été proposées, comme des jeux de concentration, mais aussi de la relaxation. Reportage Karen Diama. Paralysé depuis une vingtaine d'années des suites d'un accident de la voie publique, Rudy a souhaité aujourd'hui partager sa passion du basketball avec les personnes présentes. Il y a un public ici, mais qui n'est pas tout le temps au courant des activités sportives qu'on peut pratiquer. Tout dépend de la pathologie, mais chaque pathologie, on a la possibilité de pratiquer un sport. Nous, c'est le basket au sein de la CAMA, mais nous pouvons également faire beaucoup de sports comme le hand, le tennis de table, etc. de sport. Ça n'empêche pas du tout. Cette seconde édition s'est voulue éducative. Plusieurs activités en situation de handicap ont été proposées. Ici, la cécité était à l'ordre du jour. J'ai un parcours à l'aveugle avec les enfants. Donc ils doivent sauter, se baisser, faire des slaloms. C'est pour avoir l'habitude de se déplacer comme les personnes qui souffrent de handicap, donc les personnes qui sont actuellement aveugles. C'est pour les sensibiliser justement à l'état de vie, on va dire, de ces personnes qui souffrent de handicap. Donc c'est plus pour participer en fait à leur éveil humanitaire, donc qui participent demain peut-être justement à l'insertion de ces personnes qui souffrent de handicap. Proposée dans le cadre de la politique de la ville, cette multitude d'activités a séduit l'ensemble des visiteurs. J'ai fait un petit flèche avec le monsieur, je l'ai fait un petit flèche. En flèche comme ça. Personne ne reste en rade et que tout, même les handicapés, soient pris en compte. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une matinée détente en leur faveur. Et là, je suis heureuse parce que nous avons du monde et ça me fait bien plaisir. À l'issue de cette matinée, une collation a été offerte pour clôturer ce moment en toute convivialité. Sommes-nous tous porteurs d'un masque? L'artiste plasticienne Marilène Agathe nous met en alerte sur le monde d'images et de représentations qui nous entourent à travers son exposition nommée Imago, mise en lumière au centre Rémy Nasuta à Pointe-à-Pitre. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. Le masque de la mort a inspiré la plasticienne Marilène Agathe. À travers ses œuvres, elle invite au questionnement, à l'ouverture des consciences, savoir qui on est derrière notre masque. Et Imago, c'était un masque mortuaire en temps longtemps. Donc on mettait de l'argile sur le visage des gens pour ne pas oublier son mort. Et donc je trouve que Imago allait très bien à mon exposition pour faire comprendre aujourd'hui que ce masque qu'on a tous, est-ce qu'il est vraiment à notre avantage? Et j'ai l'impression qu'on est dans une manipulation. Donc on cache qui es-tu vraiment derrière ce masque. Imago, elle l'a construit à partir de matériaux de récupération qu'elle a agencés au rythme d'une poésie. Des reliefs, de la couleur, une façon de dévoiler notre façon d'être, de paraître. Les matériaux que j'utilise sont un petit peu du recyclage, on va dire. C'est du plastique, du fil, du sable, des cailloux. Et c'est vrai que moi, je joue beaucoup sur le relief parce que c'est une façon de faire entrer. Il faut que le tableau soit magique. Et en plus du tableau magique, je voudrais vraiment souligner que j'ai travaillé avec un artiste poète qui s'appelle Georges Cox. Et nous avons fait un travail de 2 ans ensemble. L'écriture et la poésie qui sont mélangées et qui nous emmènent vraiment dans un autre monde. N'hésitez pas à venir découvrir le talent de cette plasticienne, souvent qualifiée de libre et rebelle. Imago, une expo à ne pas rater, jusqu'au 29 avril, au centre Rémy Nasuta. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François, de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Eddy Planté pour Questions Directes.